La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. C'est un grand sociologue discret qui est cette semaine l'invité de la suite dans les idées. Le nom de Michel Pialou est depuis 20 ans associé à celui de Stéphane Beau, avec lequel il a coécrit un livre désormais considéré comme un classique des sciences sociales, Retour sur la condition ouvrière. Mais Michel Pialou a eu une vie de sociologue avant le Beau et Pialou. Il a notamment tenu dans les années 80 une mythique chronique Peugeot dans Actes de la recherche en sciences sociales, la revue de Pierre Bourdieu. Il a mené de nombreux entretiens du best-seller dirigé par le même Bourdieu, La misère du monde, et notamment un entretien à l'origine ensuite d'un film des frères Dardenne. Il est aujourd'hui l'invité de la suite dans les idées. Enquête sur les métamorphoses de la classe ouvrière, c'est le sous-titre de ce gros livre de Michel Pialou qui paraît chez Raison d'agir. Le temps d'écouter, c'est son titre. Nous allons prendre le temps d'écouter aujourd'hui Michel Pialou, et de classe ouvrière, il sera question toujours dans la deuxième partie de l'émission en compagnie de Kevin Lambert qui fait paraître un premier roman au Nouvel Attila en cette rentrée littéraire, Querelle, un roman assez incroyable dans lequel on trouve des ouvriers canadiens d'une scierie en particulier, mais ça c'est pour la deuxième partie. Pour cette première partie, bonjour Michel Pialou. Merci d'être là. Vous êtes venu accompagné de Paul Pasquali, qui est sociologue et qui a écrit l'introduction du livre et qui l'a composé en quelque sorte, qui a remis en contexte un certain nombre de textes, puisque ce livre est un livre fait d'un choix de textes importants que vous avez publiés au fil du temps, au fil de votre carrière de sociologue, qui étaient des textes pour la plupart difficiles à trouver désormais, et on est très heureux de les avoir dans la forme d'un livre. C'est un livre aussi qui est postfacé par votre complice que je citais à l'instant, Stéphane Beau, qui revient sur votre travail en commun. Ça permet de raconter aussi un pan de l'histoire récente de la sociologie à laquelle vous avez contribué, Michel Pialou. Vous avez découvert comment la sociologie ? Un peu par hasard, parce que vous étiez destiné plutôt aux lettres. Oui, j'avais d'abord été en Hippocagne, puis en Cagne pendant 2 ans à Bordeaux. Je suis né en Gironde et j'ai toujours vécu dans le sud-ouest. J'ai longtemps vécu dans le sud-ouest. Après, j'ai fait mes études secondaires à Montauban, et puis je suis arrivé en Hippocagne à Bordeaux, et je me suis inscrit en fac pour faire une licence de lettres classiques, et j'ai bénéficié d'un système l'IPES qui permettait de financer ces études. Voilà, et la sociologie, c'est venu un petit peu plus tard, mais j'étais encore en Cagne quand on a appris qu'une licence de sociologie était créée à Bordeaux. Bordeaux, ça avait été la ville où Durkheim avait enseigné. J'allais le dire, c'est voilà. Incroyable de penser qu'il ait fallu attendre le début des années 60 pour voir une licence comme ça se créer, alors que au début du siècle, Durkheim y était professeur, même à la fin du siècle précédent. Oui, je crois qu'il y enseignait dans une chaire de pédagogie, mais voilà, mais enfin, ça a marqué l'histoire de la sociologie, ce moment-là. Et moi, donc, j'ai donc poursuivi mes études en Cagne. J'ai fait une licence de lettres classiques, ce qu'on appelait un diplôme à l'époque, et parallèlement je me suis inscrit en licence de sociaux, et j'ai suivi des cours avec Bourricot, pas encore avec Boudon, mais avec des cours de maths, beaucoup de cours d'ethnologie aussi, avec un spécialiste de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, j'ai mené les deux choses parallèlement. Je me suis présenté au concours de l'école normale supérieure, mais j'étais comme beaucoup d'étudiants de ces années-là, je me donnais pas beaucoup de chances de réussir au concours, et je m'investissais
pour une part dans le travail scolaire, et puis, je dois le dire tout de suite, nous étions dans une période, celle de la guerre d'Algérie. Je me suis beaucoup investi dans le travail politique et le travail militant. Enfin, j'ai été amené à réfléchir sur le monde social d'une autre manière que par la lecture des œuvres classiques. Voilà. Au fond, si on peut le dire comme ça, la conversion politique a primé la conversion sociologique, dans le sens où vous veniez d'un milieu familial de droite et vous avez basculé à gauche à la faveur de la guerre d'Algérie. Voilà, tout à fait. Et la conversion des lettres vers la sociologie se fera au fond dans un deuxième temps. Oui, enfin les choses sont un peu concomitantes. Voilà, concomitantes, exactement. Voilà, et c'est une époque importante de ma vie. C'était aussi le moment où je découvrais un nouveau style de camaraderie. J'étais pensionnaire dans la Cagne de Bordeaux. Il y avait beaucoup de pensionnaires comme moi qui étaient des enfants d'instituteurs ou de professeurs, etc. Et donc je me suis lié à un milieu que je ne connaissais pas. Et c'est dans ce milieu-là que la réflexion sur la guerre d'Algérie et les événements qui se passaient au même moment, parce que 56, c'est l'année de l'insurrection hongroise, la réflexion sur le communisme prend de nouvelles formes. Je crois que j'évoque dans la lecture du livre d'Edgar Morin, Autocritique, qui a beaucoup compté pour moi à ce moment-là. Ainsi que les textes de ceux de Socialisme et Barbarie, voilà, par exemple. Et j'ai aussi, à cause de, enfin, le fils du proviseur du lycée de Bordeaux, qui s'appelait la Coulabarte, a été dans notre cagne à ce moment-là, et il faisait circuler une littérature qu'on n'a pas l'habitude de lire, et un petit groupe d'étudiants avait publié une revue qui a connu 4 ou 5 numéros et qui a marqué ma trajectoire intellectuelle. Alors on va pas retracer toute votre vie, parce que la durée de l'émission n'y suffirait pas, bien entendu, Michel Pialou, mais ce qui est peut-être important de souligner aussi, c'est que l'étape suivante, c'est celle de votre rapprochement d'un groupe qui se met en place dans les années 60 à Paris autour de Pierre Bourdieu, qui hérite en fait du laboratoire de Raymond Aron, on peut le dire comme ça pour aller vite, et où vous allez rencontrer, côtoyer des chercheurs très importants, de ceux que on retrouve au sommaire de la revue Actes de la Recherche, qui va paraître à partir du milieu des années 70, et des chercheurs, je pense en particulier Abdelmalek Sayad, par exemple, mais un certain nombre d'entre eux dont peut-être vous vous sentez proche parce que vous partagez avec eux des méthodes d'enquête, de travail de terrain, en particulier, Michel Pialou. Oui, et bon, vous avez raison de parler d'Abdelmalek Sayad que j'ai connu l'année même où je suis arrivé à Paris. J'ai enseigné 3 ans en lycée, et puis je suis venu à Paris et tout de suite j'ai noué des liens avec des chercheurs du centre de Bourdieu, notamment Jean-Claude Combessy et Jean-Claude Chambordon. C'était comme moi des littéraires qui se convertissaient à la sociologie et qui avaient le goût du terrain plus que celui de la spéculation philosophique. Et à ce moment-là, un certain nombre de chercheurs avaient de manière commune de réfléchir sur le monde social, un certain nombre de rejets, un certain type de spéculation paraphilosophique les faisait reculer, et le goût du terrain de la micro-enquête nous rassemblait. Le goût du terrain et de la micro-enquête, Paul Pasquali,
c'est très important pour comprendre la cohérence au fond de l'œuvre, on peut le dire comme ça, de Michel Pialou, qu'on ne peut pas pour autant résumer à ce à quoi souvent on pense quand on entend son nom, c'est-à-dire l'ethnographie. L'ethnographie est quelque chose de très important pour Michel Pialou, mais il y a d'autres méthodes d'enquête qui sont mobilisées sur le terrain, et c'est toute une palette, au fond, toute une gamme de méthodes qui sont dès le départ utilisées, non seulement par Michel Pialou, mais aussi par ceux qu'il citait à l'instant, Jean-Claude Chambordon, Abdelmalek Sayad. Tout à fait, je crois que l'un des traits qui caractérise en fait cette génération de sociologues, c'était que c'était des sociologues polyvalents, curieux, qui faisaient feu de tout bois et qui arrivaient à manier à la fois des savoirs, des orientations disciplinaires, des horizons théoriques et méthodologiques très très différents. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus compartimentées et surtout, je dirais, il y avait une distance. La question de la distance au discours que la sociologie peut avoir sur elle-même, une forme d'humilité travailleuse où le labeur collectif et l'investissement parfois encore perdu dans des grandes enquêtes. Voilà, à ce temps-là, on ne réfléchit pas nécessairement en termes de publication immédiate. Voilà. Il fallait d'abord faire ses preuves, ensuite mettre à l'épreuve un certain nombre d'hypothèses, etc. Et on aboutissait souvent à des œuvres majeures, comme on a parlé de Chambordon ou de Sayad. Là, en l'occurrence, dans ce livre de Michel Pialou, l'un des premiers articles qui a compté, c'est Jeunesse sans avenir et travail intérimaire. C'est l'un des chapitres de l'ouvrage. Et dès sa parution en 79, il a marqué immédiatement la sociologie française. Et donc on sent dès cette époque-là, et petit à petit ensuite, avec son travail avec Christian Courrouge, ses collaborations à La misère du monde, puisque ce que je raconte dans l'introduction de ce livre, c'est que au fond la sociologie de Michel Pialou est une sociologie qui fait comme les prémices de ce qui ensuite est devenu un peu, qui s'est répandu dans la sociologie française, une ethnographie à hauteur d'homme, et c'est ce qu'il a fait ensuite avec Stéphane Beau, et qu'on retrouve dans La misère du monde, dès La misère du monde, qui est le best-seller de la sociologie française, et plus largement ensuite dans ce qui va devenir une sociologie, on va dire, critique rénovée, qu'on retrouve dans le guide de l'enquête de terrain, par exemple, ouvrage bien connu de Florence Weber et Stéphane Beau. Michel Pialou, Paul Pasquali relevait le caractère polyvalent, généraliste. Sans doute faut-il aussi insister sur l'aspect collectif de ce travail à l'époque. Vous aviez aussi la chance de pouvoir vous embarquer dans le temps long pour des enquêtes dont vous ne saviez pas très bien quand vous les termineriez, à plusieurs, toutes choses qui peut-être font rêver aujourd'hui les jeunes chercheurs, Michel Pialou. Oui, tout à fait. C'est vrai que la différence avec l'époque contemporaine est très forte, notamment vers le milieu des années 80. J'ai travaillé avec des économistes, avec des statisticiens. Alain Desrosières. Alain Desrosières, des textes que nous avons fait ensemble et publiés. Sur Amiens, des enquêtes ont été menées par les statisticiens, par les voies traditionnelles, par questionnaire, et un certain travail ethnologique a été fait. Il s'est peut-être pas poursuivi assez longtemps pour donner des résultats très très amples, mais c'était significatif que il y avait à ce moment-là une manière de converser entre gens de disciplines différentes. Je parlais des économistes et des statisticiens, mais des historiens aussi pouvaient s'intéresser au terrain que nous travaillons à notre manière en tant qu'ethnologues, en faisant beaucoup d'entretiens, voilà, sur des zones géographiques relativement limitées, comme les quartiers nord d'Amiens ou des choses comme ça. Alors, j'aimerais que vous nous parliez de ces chroniques Peugeot dont j'évoquais l'existence tout à l'heure, parce que pour qui a découvert la sociologie au milieu des années 80 ou début des années 80, c'était très très marquant. C'était discret dans l'acte de la recherche, c'était en colonne, c'était pas comme un article au sens classique. On voyait que c'était un journal de terrain, quelque chose, une trace, un work in progress, on pourrait dire. Et vous le
co-écriviez, Michel Pialou, là encore, mais cette fois avec non pas avec un collègue sociologue. Oui, effectivement, en 83, j'ai eu le sentiment que il y avait la possibilité de faire un travail nouveau et passionnant sur le terrain Sochaux, les grandes usines de l'automobile. À ce moment-là, on cessait de s'y intéresser. On n'était plus dans les années 70, les établis rentraient à la maison et on laissait tomber ce grand type d'études. Mais j'ai eu la chance, par l'intermédiaire de cinéastes qui avaient travaillé sur Sochaux, qui avaient fait des films formidable avec des ouvriers de Sochaux au début des années 70, Bruno Muel notamment. J'ai eu la chance d'entrer dans un contact un contact humain très fort avec un ouvrier qui avait une personnalité très forte, qui avait été le plus jeune délégué de Sochaux, qui était à la CGT, qui était le fils d'un militant communiste, qui était un grand lecteur aussi, qui était passionné de politique et qui avait un sens de la relation humaine avec ses copains formidable. Et je me suis dit, il n'y a rien de plus passionnant à faire que de travailler avec ce personnage-là qui avait fait des tentatives de suicide dont on me disait il va pas tenir le coup longtemps, il y a une occasion qu'on ne peut pas laisser échapper de travailler avec lui. Donc je suis allé habiter chez lui, il avait des problèmes familiaux très graves, les relations que j'ai nouées étaient très fortes et elles durent jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, il est à la retraite. Il y a eu des péripéties importantes, mais nous avons fait un livre ensemble de plusieurs articles. Et c'est avec lui que j'ai commencé cette chronique Peugeot, parce qu'il me semblait qu'il fallait que nos deux noms soient associés. J'aurais pu mettre en forme son récit, mais c'était une technique qui valait ce qu'elle valait, mais il me semblait qu'on pouvait l'essayer. Et Bourdieu était un type assez formidable pour comprendre que c'était intéressant. Alors que je l'en avais parlé, il m'avait demandé « Qu'est-ce que vous devenez aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Alors je vais raconter. Il m'avait dit « Mettez ça sur le papier, c'est bien. » Et je publie tout ce que vous sortez autour de ce personnage et autour de ces thèmes. Paul Pasquali, c'est une expérience assez originale, inédite, au fond, cette collaboration qui s'étale, qui dure et qui commence à se publier alors même que l'enquête est en cours. Ça a marqué beaucoup dans ce petit monde, sans pour autant que de nombreux sociologues se soient mis à faire la même chose d'ailleurs. Oui, je pense que c'était un moment très méconnu dans l'histoire de la sociologie, où la revue de Bourdieu, donc Actes de la recherche en sciences sociales, s'ouvre à des formats inédits. Elle avait déjà été, dès sa création en 75, à l'origine d'innovations majeures. Graphique en particulier. Notamment, voilà. Donc ça marque l'histoire et ce qui est intéressant, c'est que la place de Michel Pialou dans cette histoire qui est aussi méconnue est fondamentale. De la même manière que pour comprendre le succès de La misère du monde, on peut pas on va lui demander revenir au travail de Michel Pialou. Je dirais juste sur ce sujet que ce genre de collaboration prend sens dans je dirais une pratique au niveau plus fondamental de la sociologie qui d'où le titre, qui prend le temps d'écouter et de se mettre à la place de l'autre et donc de s'immerger suffisamment longtemps dans l'univers étudié pour comprendre un langage, d'où l'usage des mots qu'on dit indigènes, les mots des enquêtés qui à l'époque dans les années 70-80 étaient très peu fait et que Michel Pialou a mis à l'honneur dans la sociologie qui aujourd'hui c'est largement banalisé. Alors Paul Pasquali le rappelait, La misère du monde, c'est vraiment un des rares best-sellers de la sociologie. Le livre est apparu en 1993, si ma mémoire est bonne. Il est le produit d'un travail collectif
considérable. Vous avez fait partie de l'équipe de ceux qui ont mené les entretiens, plusieurs entretiens. Je le rappelais tout à l'heure, l'un d'eux d'ailleurs a servi de base à un long métrage de Luc et Jean-Pierre Dardenne. Comment ça s'est passé, ce projet collectif? Vous étiez au fond dans un registre que vous maîtrisiez, vous aviez l'habitude. C'était pas forcément le cas de tous ceux qui faisaient des entretiens d'ailleurs pour ce projet. Donc j'imagine que vous avez eu un rôle un peu formateur dans cette équipe. Pas vraiment, parce que la personne qui avait des responsabilités fortes, c'était Gabrielle Balatch, et c'était elle qui s'efforçait d'harmoniser les styles et de coordonner les efforts. Bon, il me semble que on a procédé par tâtonnement. Enfin, et moi, j'ai pas joué un rôle majeur du tout dans le choix de ces textes. Il y avait la préoccupation chez Bourdieu de réfléchir sur l'ensemble de la société, sur le monde populaire, sur les classes populaires, mais aussi sur d'autres groupes sociaux dont il disait qu'il fallait, en regardant leur position contradictoire, les difficultés et les ambiguïtés de leur position, saisir leur malaise social. Il y avait le thème de la souffrance qui était derrière, de la souffrance non dite, et qui s'exprimait bien mal dans les catégories marxisantes, par exemple. Mais ça, c'était une intuition partagée sur cet état de la société au moment où vous démarrez cette enquête? C'est des choses que les uns les autres, vous remontiez en quelque sorte de vos enquêtes antérieures? Et que la misère du monde s'était forcée de systématiser au fond. Un peu, oui. Il y avait le travail de Sayad qui portait sur les Algériens en France, après avoir beaucoup aidé Bourdieu à travailler en Algérie. Sayad menait des enquêtes en France, et un peu de la même façon que moi. On pourrait dire en bricolant, hein, c'est-à-dire sans chercher un grand financement, en trouvant des personnages dont il pensait, grâce à sa culture kabyle, à sa culture sociologique, etc., qu'ils avaient des choses à dire, qu'ils étaient à même de ressentir et d'exprimer les contradictions d'un milieu social. Ça, il savait faire ça, Sayad. Il a écrit des textes comme Les enfants illégitimes, tout à fait remarquables, parce que ça montrait des problèmes qui sont au cœur de l'immigration d'aujourd'hui, par exemple. Comment vous avez reçu et vécu le fait que ce livre, d'une part, soit un succès, que ses lecteurs dépassent le cercle des spécialistes de la sociologie, mais qu'aussi ce livre soit un objet éditorial dont se sont saisis, je parlais des frères Dardenne tout à l'heure, mais aussi des metteurs en scène de théâtre, des écrivains. C'est un travail sociologique qui a nourri en retour le travail d'artistes. Comment vous avez reçu ça ? Personnellement, je n'ai pas été pas surpris, pas très surpris, pas toujours enthousiaste. J'ai vu des adaptations théâtrales de certains des textes que j'avais écrits, de certains entretiens. Bon, je n'étais pas toujours convaincu que ça apportait beaucoup, voilà, mais j'ai donc regardé ça à tort peut-être, mais un peu de loin. Paul Pasquali, qu'est-ce que représente ce pavé qu'est la misère du monde aujourd'hui dans la sociologie française? C'est ce moment-là. Ça représente, alors pour certains, ça représentait une démission épistémologique, puisque Bourdieu, l'équipe de Bourdieu avait été accusée de renoncer aux objectifs de la science, et pour d'autres, au contraire, ça a été une grande ouverture sur la société, sur la façon dont on fait parler, dont on écoute justement les gens, et j'insiste sur ce point, puisque mettre tous ces textes qui en fait couvrent
50 ans d'une vie, d'une carrière, donc de Michel Pialou dans cet ouvrage Le temps d'écouter, c'est une façon aussi de montrer que il y a eu aussi des changements, des choses qui ont bougé dans la sociologie avant la misère du monde. Donc on parlait de Sayad, mais dans le travail de Michel Pialou, par exemple, ce qu'il a pu faire sur les cités de transit, sur les ouvriers amiénois, ensuite sur Sochaux, il y a une démarche qui consiste toujours à, et c'est au fond le projet de la misère du monde, à donner la parole sans faire croire que les gens la prendraient spontanément, indépendamment de la relation sociale qui structure le rapport entre un sociologue et un enquêté. Alors des personnages, puisque Michel Pialou utilisait ce mot tout à l'heure de personnages trouvés par les sociologues et choisis pour figurer dans le sommaire de cette misère du monde. De personnages, il sera question, de personnages d'ouvriers, il sera question dans la deuxième partie de l'émission avec Kevin Lambert qui publie Querelle et qui nous rejoint après un extrait du nouvel album, ça nous rapproche du Canada d'où il vient, du nouvel album d'un groupe de Milwaukee, Wisconsin, les Violent Femmes. Alright, and the band is okay. Took a bit to get here, so we might as well stay. But what's the singer saying? It's hard to really know. But here it comes again. Oh no! No, no, no. Please don't sing another chorus. That's the thing that starts to bore us. Please don't sing another chorus. Please don't sing. Please don't sing. A verse is like a chorus if you sing it more than once. This feels like it's been going on for days or weeks or months. What's the singer saying? I've given up to know. But here it comes again. Oh no, oh no, oh no, oh no. Please don't sing another chorus. That's the thing that really bores us. Please don't sing another chorus. Please don't sing. Something forever, seemingly and endlessly, like this band's best endeavor to sing a chorus unceasingly. Oh, this place is alright and the band is okay. Took a bit to get into. France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau. Métamorphose de la classe ouvrière aujourd'hui à la suite dans les idées avec Michel Pialou et Paul Pasquali, mais aussi avec Kevin Lambert, auteur de Querelle, un roman qui paraît aux Nouvelles Attila. Une grève éclate dans une scierie du lac Saint-Jean. Parce qu'on parle beaucoup de votre livre en cette rentrée littéraire, Kevin Lambert. On insiste beaucoup sur la dimension, l'héritage au fond de Jean Genet, peut-être de Fassbinder, le titre immédiatement y fait penser. Ouais. Vous êtes loué pour ça, vous venez de recevoir le prix Sade, et c'est vrai que le livre s'ouvre par un chapitre très sexuel. Ouais. Mais au fond, on bascule très vite dans le monde ouvrier et cette dimension ouvrière, voilà. Je voudrais qu'on ne l'oublie pas à propos de votre texte, qui est un texte d'une langue aussi très très particulière. Mais c'est peut-être ça, au fond, le grand sujet de votre livre, Kevin Lambert. C'est le croisement des deux, je pense. Je pense que c'est un projet qui voulait questionner, en mettant en scène une grève ouvrière, en l'occurrence, qui voulait amener des questionnements plus larges sur la possibilité de se révolter, sur les destins de l'engagement contemporain, disons, sur aussi la vision du monde qui est souvent à l'origine des revendications sociales, parce que moi je pense que quand on demande un changement à une instance qui nous domine ou qui nous oppresse, notre demande tient des racines dans toute une sorte de fantasmatique du monde, de l'existence qu'on se partage et qu'on se construit. Donc ça m'intéressait, puis ça m'intéressait aussi comme pour faire le lien avec la sexualité, comment cette fantasmatique-là, souvent, elle est liée au genre, elle est liée au désir, puis notamment au désir sexuel.
Alors vous avez choisi vos personnages, vous aussi, comme les sociologues qui ont fait ces entretiens de la misère du monde, vous les avez plus que choisis, puisque vous les avez façonnés, forgés, mais vous avez choisi aussi votre décor, en quelque sorte, qui est celui de cette Syrie en grève. Comment vous avez procédé pour créer ce premier roman, Kevin Lambert? Eh bien, j'ai fait du terrain, comme comme un sociologue, peut-être avec un résultat très différent. Donc, j'ai eu besoin. Je trouvais que le contexte de grève. Bon, j'ai vécu moi-même une grève. Je suis aussi un enfant de 2012. Donc, au Québec, en 2012, il y a eu une grève étudiante. Les casseroles, c'est ça. Les casseroles, c'est ça. Les carrés rouges. Une des grèves étudiantes les plus importantes. Moi, je me suis politisé à ce moment-là, disons. Après ça, j'ai vécu un conflit de travail plus personnel. Puis, je trouvais que la grève permettait de vraiment être une sorte de moment d'ébullition où le temps d'écouter se partage différemment selon les personnages, selon l'implication des gens. Mais comme c'est un milieu dont j'ai pas travaillé en usine, j'ai eu besoin quand même d'aller voir l'usine, mais je dirais que mon travail littéraire est un peu différent du vôtre, c'est-à-dire que vous avez par exemple bien mis l'accent sur le fait que la sociologie c'est pas une transparence absolue, il y a toujours donner la parole, c'est toujours déjà je sais pas fausser la réalité si elle est jamais vraie de toute manière la réalité, mais moi en tant qu'écrivain, j'ai eu le sentiment que je devais aller sur ces lieux-là, rencontrer des gens, mais j'ai rencontré autant des patrons que des ouvriers, que des gens entre les deux qui cherchent à avoir des contrats, donc mais pas pour rendre de manière documentaire leur vie dans la fiction, mais un peu la métaphore, je trouve qu'il traduit le mieux, c'est que si vous écrivez puis que vous prenez par exemple de la drogue ou de l'alcool pour écrire, c'est pas nécessairement pour écrire sur le sujet de la drogue ou de l'alcool, c'est pour transformer votre écriture, transformer votre subjectivité, puis produire un texte différent. Moi ça a été un peu ça au fond, mon désir était pas documentaire de classifier chaque détail, ça a été je suis allé là pour faire une expérience. Pour faire une expérience puis me créer une poétique, je pense, pour me questionner sur le bon langage à utiliser pour décrire cette réalité-là avec des mots qui la dépassent aussi, avec une des résonances qui englobent des questions beaucoup plus larges. Il y a quelque chose qui résonne aussi entre les deux, peut-être, c'est l'envie de créer des liens entre ce qui est politique et ce qui est plus intime, plus domestique. C'est vrai, évidemment, on va y revenir dans le roman de Kevin Lambert, mais je crois que c'est vrai, Michel Pialou, dans votre travail. Vous disiez tout à l'heure, vous êtes allé vous installer chez cette personne qui était à la fois votre co-auteur et en même temps l'un des objets de votre enquête et un facilitateur des contacts avec d'autres. Donc voilà, on est dans une forme de proximité très grande. Oui, et ça me paraît quelque chose de tout à fait important. Mon projet, c'était un peu de réfléchir sur ce qui se passait dans le monde ouvrier, et on sentait que à ce moment-là, il y avait des transformations tout à fait importantes que les économistes ont connues. C'était la fin du taylorisme, en mettant beaucoup de guillemets, un nouveau type d'organisation du travail, un nouveau type de hiérarchie ou de management. Ces choses-là pouvaient être étudiées à travers la façon dont un ouvrier pouvait les vivre, mais un ouvrier, c'est une abstraction. Il y avait diverses catégories d'ouvriers, etc. Et donc, je me suis servi de ma relation privilégiée avec Christian Corouge pour entrer en relation d'une certaine façon avec des petits chefs, des ouvriers professionnels au centre des divisions ouvrières. Il y a la question de la relation homme-femme, il y avait les hommes et les femmes, il y avait les ouvriers professionnels qui se pensaient comme une élite, il y avait les ouvriers immigrés, les OS de base. Bon, il fallait un introducteur d'un certain type. Avec Corouge, j'avais trouvé ce personnage-là. Je comprends qu'au niveau littéraire, on puisse, utiliser des techniques qui peuvent se rapprocher, qui peuvent pas similaires, mais pas similaires, approchantes. mais voilà. Paul Pasquali.
Oui, et je dirais même que le fait soit d'observer de la façon dont a fait Kevin, ou soit d'y vivre et de s'installer longuement, comme l'a fait Michel tout au long de ses enquêtes, notamment à Sochaux, ça permet d'offrir une vue de l'intérieur des choses. Alors même que souvent les plus dominés, on les voit de loin, on en parle à peine, on les voit en surplomb. On le voit avec le mouvement des Gilets jaunes, il a fallu mettre des gilets jaunes précisément pour qu'on en parle. Justement, une démarche qui consiste à aller voir de plus près et à y rester pour ne pas saisir que l'écume des faits, comme celle de Michel Pialou, c'est une démarche, ou comme celle de Kevin Lambert, c'est une démarche qui permet précisément d'aller au-delà en fait des images d'Épinal. C'est intéressant ce que vous disiez aussi, parce que moi j'ai ressenti assez rapidement en écrivant le roman que le groupe, la notion de groupe, ou tu sais, de parler d'un groupe comme s'il était homogène, ça pouvait devenir une sorte d'obstacle aux questions politiques que je voulais poser. C'est-à-dire que si j'avais représenté par exemple les employés de l'usine comme vraiment une meute qui pense de la même manière puis qui a la même vision du monde, je pense que le roman aurait peut-être il aurait été moins bon, ça c'est sûr déjà, mais en plus possiblement il aurait pas réussi à poser des questionnements politiques que je voulais poser, parce que la politique, c'est aussi, vous l'avez dit aussi à votre manière, mais c'est aussi la rencontre de points de vue différents, c'est aussi le dissensus, c'est aussi là où la pièce du puzzle ne rentre pas. Donc c'est ça. Donc assez rapidement, je me suis rendu compte, j'avais envie d'écrire sur un groupe paradoxalement, mais sans le traiter comme un groupe, en le traitant comme dans toute sa multiplicité puis sa complexité foisonnante. Et aussi parce que c'est quand même l'enjeu, une grosse partie de l'enjeu du livre, en articulant les dimensions très très personnelles et sexuelles aux dimensions politiques. C'est pas deux réalités qui sont juxtaposées, ce sont deux réalités qui s'entremêlent véritablement. Tout à fait. Ben moi, pour vous donner un exemple très concret, dans l'usine que j'ai visitée, dont mon roman est inspiré, qui est une des petites usines, parce qu'il y en a des grosses aussi, mais une des petites usines du Lac-Saint-Jean, qui a 20 employés, c'était 20 hommes qui travaillaient à l'usine. Il y avait aucune femme. Puis moi, je ressentais que quand même les questions, même qui touchent la classe ouvrière, entremêle aussi des questionnements sur le genre, c'est-à-dire que il y a quand même puis j'ai introduit donc deux personnages principaux, disons Jezabel qui est une ouvrière et Querelle qui est l'ouvrier gay, pour montrer comment en fait la masculinité puis l'hétérosexualité se construit souvent par une sorte de différence un peu fantasmatique avec un autre entre guillemets qui est soit qui est une autre femme ou qui est un autre homosexuel, ou que puis je voulais questionner la manière dont toutes les identités se forment souvent par une différence, tu sais, par une différence qui est un peu forcée. Puis c'est aussi pour moi, donc je me questionnais aussi sur, disons, les discours intolérants, les discours réactionnaires d'extrême droite. Mais c'est aussi la même structure qu'on rencontre dans l'extrême droite, c'est que des fois les gens qui sont opprimés, ils ont besoin presque désespérément de taper sur plus faible qu'eux encore pour se sentir légitime, ou je sais pas trop comment le dire, mais ça m'a beaucoup intéressé aussi. Puis c'est un dispositif littéraire, au fond, Paul Pasquali, pour penser ce qu'en sociologie on peut appeler l'intersectionnalité aussi. Je veux pas rabattre son roman à ça, parce que ce serait voilà, c'est pas du tout un roman théorique, mais comme la littérature est capable de nous faire toucher du doigt autrement ces questions que la sociologie. Et inversement, il arrive que les sciences sociales aussi produisent des effets dans le champ littéraire, et c'est vrai que ces questions d'intersectionnalité qu'on travaille beaucoup plus depuis la fin des années 90 en France permettent de voir des imbrications, comme disait Kevin, qui pouvaient passer inaperçues auparavant. Et je dirais que c'est pas au cœur évidemment des textes de Michel Pialou, mais dans ce livre, le dernier chapitre qui est tiré d'un texte classique, s'appelle L'ouvrière et le chef d'équipe. C'est un couple, Étienne et Josiane T. On voit les effets de genre se mêler aux effets de classe, exactement ce que disait Kevin. Y compris dans l'intimité même de ces deux ouvriers, sauf qu'il y en a un qui a une position de direction dans l'usine, et elle est exécutante, et donc du coup, je peux pas raconter la suite, mais il y a des explosions tout au long de la scène qui a longuement racontée par Michel, avec des talents littéraires, une narration assez proche de ce que pourrait faire un romancier, alors même qu'il s'agit de la réalité pure.
Ouais, moi je suis d'accord avec vous. Je l'ai senti cette sensibilité-là au style chez vous, puis à la narration. Vous le dites d'ailleurs dans l'introduction. Puis là où je me suis reconnu aussi dans vos analyses, c'est toute la sensibilité que vous portez au langage social, aux thèmes que les médias, que les politiciens utilisent pour décrire les sociétés, puis les phénomènes qui se produisent. Puis ça, moi d'un point de vue romanesque, je le traite aussi, c'est-à-dire que c'était important pour moi dans le roman qu'on entende la radio, qu'on entende les journaux, qu'on entende la conversation de comptoir au magasin pour savoir ce que les gens disent et pensent de cette grève-là, par exemple. Donc, quels mots on utilise, quelle narration ou micro-narration on en fait. Puis ça en dit aussi beaucoup, je pense, sur la société. Michel Pialou? Oui, je suis entièrement d'accord. Et j'ajouterais que, en même temps, dans ce texte-là, on a placé 2 articles qui avaient paru avec des économistes. Et ce type de réflexion d'échange qu'on vient d'avoir avec Kevin, ça a toute sa place. Et en même temps, pour un sociologue, il faut avoir une idée large de ce qu'est l'espace social. Et un de ces articles touche à la question du logement social et de la distribution du logement social. Il est fait avec un économiste qui explique les mécanismes par lesquels se constitue la rente foncière, comment la distribution des logements s'établit, le rôle de l'État, des sociétés d'économie mixte, etc. Ça peut paraître ingrat, mais c'est une condition de compréhension et que souvent des romanciers ou des littéraires purs manquent. De même, il y a un autre type de travail que nous avons fait sur Amiens. Voilà. Il y a un article qui est présenté avec un statisticien Desrosières, qui est une éminente personnalité du monde statistique. Et ça nous paraissait quelque chose d'absolument indispensable et important pour assurer un cadrage. On peut pas revenir sur tous les articles, il y en a ouais. Trop nombreux, puisque c'est une vie de sociologue, au fond, ce recueil, Michel Pialou, mais ce qu'on gardera comme conclusion, c'est que au fond, il faut travailler ensemble, travailler avec les économistes, avec les statisticiens, avec les romanciers, et que on multiplie les regards, sinon on risque de ne rien comprendre à ces métamorphoses de la classe ouvrière, notamment, dont nous parlions aujourd'hui. Le temps d'écouter, enquête sur les métamorphoses de la classe ouvrière de Michel Pialou, paraît chez Raison d'agir, et le roman de Kevin Lambert, Querelle, paraît au Nouvel Attila. Vous trouvez les références sur la page de La Suite dans les idées sur le site de France Culture, une page où vous pouvez réécouter l'émission et vous abonner au podcast. C'était La Suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production Marie Dalquier, à la technique Claire Levasseur, à la réalisation Marie Placet. Et c'est une histoire particulière que vous retrouvez sur France Culture avec Christine Bernard.